Je m'appelle Joshua. J'ai 27 ans et il y a 5 ans, j'ai été mis à la porte de la maison familiale avec rien d'autre que les vêtements que je portais et une carte de débit que j'avais juré de ne jamais utiliser. Avant de vous parler de la découverte choquante qui a bouleversé ma vie, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Le vent à Chicago ne fait pas que souffler, il coupe. Il tranche à travers n'importe quel tissu bon marché que vous portez et s'installe dans vos os. Mais ce mardi matin, le froid extérieur n'était rien comparé au feu brûlant qui remontait le long de mon bras droit. Je me tenais devant les lourdes portes tournantes en verre de la Liberty Trust Bank. Hésitant, mon souffle sortait en nuages blancs qui étaient instantanément balayés par la bourrasque. J'ai baissé les yeux sur mon reflet dans le verre poli. Je ressemblais à une épave. Mon manteau était une trouvaille de friperie, de taille trop grande et sentant légèrement la naphtaline. Mes bottes tenaient avec du ruban adhésif qui se décollait dans la neige mouillée. Et mon visage. Mon visage ressemblait à une carte routière de l'épuisement. Des cernes sombres, des joues creuses et des yeux qui avaient vu trop de soucis pour un gars dans la vingtaine. Mais je n'avais pas le choix. J'ai agrippé mon avant-bras droit avec ma main gauche, essayant de calmer les tremblements. La douleur était une chose vivante, un battement rythmique synchronisé avec mon rythme cardiaque. Chaque pulsation envoyait une nouvelle vague d'agonie jusqu'à mon épaule. J'ai poussé la porte. Le silence du hall de la banque m'a frappé en premier. Ce n'était pas vide, mais c'était calme. Ce genre de calme feutré et coûteux où l'argent circule. L'air était chaud, sentant le café rassis et le parfum onéreux. Cela aurait dû être réconfortant, mais pour moi, c'était suffocant. J'ai marché vers la file d'attente, gardant la tête basse. Je pouvais sentir les regards sur moi. Un homme en costume gris anthracite taillé sur mesure s'est subtilement décalé vers la gauche quand je suis passé, tirant sa mallette plus près de sa jambe. Une femme avec un sac à main de créateur a froncé le nez, n'essayant même pas de cacher son dégoût. Je ne les blâmais pas. Je sentais comme le restaurant où je travaillais. La graisse brûlée, les oignons et la vieille eau de vaisselle. Et sous ça, l'odeur métallique de la brûlure sur mon bras. J'ai attendu. La file avançait avec une lenteur agonisante. Chaque minute passée la semblait durer 1 heure. Mon bras hurlait maintenant. J'avais besoin d'antibiotiques. J'avais besoin de crème pour les brûlures. J'avais besoin d'analgésiques. Le médecin de la clinique gratuite m'avait dit que je risquais une infection grave si je ne faisais pas exécuter l'ordonnance immédiatement. Mais l'ordonnance coûtait $80. J'avais $12 en poche. Mon propriétaire, un gars qui avait l'empathie d'un mur de briques, avait glissé un avis d'expulsion rouge vif sous ma porte ce matin-là. Si je ne payais pas les arriérés de loyer d'ici vendredi, j'étais à la rue. Alors, me voilà sur le point de faire la seule chose que je m'étais promis de ne jamais faire. Suivant, a appelé une voix. Ce n'était pas amical. Je me suis avancé au guichet. La guichetière était une femme nommée Madame Adrien. Selon son badge argenté, elle était plus âgée avec des cheveux laqués en un casque de perfection et des ongles qui semblaient n'avoir jamais fait une journée de travail manuel de leur vie. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a regardé mon manteau. Elle a regardé le ruban adhésif sur mes bottes. Puis elle a regardé l'écran de l'ordinateur, ses doigts planant au-dessus du clavier comme si elle attendait que je demande l'aumône. « Comment puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé. Le ton suggérait qu'elle espérait que je dise que j'étais perdu et que je parte. Ma gorge était sèche. J'ai toussé en essayant de l'éclaircir. J'ai besoin de faire un retrait. J'ai fouillé dans ma poche et sorti le portefeuille. C'était un truc bon marché en velcro qui s'effilochait sur les bords. J'ai fouillé dans la fente arrière, passé les quelques billets $1, passé la carte de bibliothèque jusqu'au tout fond. Je l'ai sortie. La carte était bleue avec le logo Liberty Trust décoloré presque jusqu'au blanc. Elle était légèrement pliée au milieu, un pli permanent de la nuit d'il y a 5 ans où j'avais essayé de la casser en deux. Le plastique était rayé et usé, ressemblant plus à un déchet qu'à un instrument financier. Je l'ai glissé sur le comptoir en marbre froid. Madame Adrien a regardé la carte, puis m'a regardé. Ses sourcils ont grimpé vers la racine de ses cheveux. Elle a tendu la main et l'a prise avec 2 doigts, son petit doigt étendu comme si la carte elle-même était contagieuse. Cette carte, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de scepticisme. Elle est dans un état terrible. Je ne suis même pas sûr que le lecteur l'acceptera.
Ça devrait marcher, ai-je dit, ma voix rauque. Elle n'a jamais été utilisée. Elle a laissé échapper un soupir court et sec, un son de pur agacement. Avez-vous une pièce d'identité? J'ai remis mon permis de conduire. Elle l'a scruté, regardant alternativement mon visage et la photo. Sur la photo, j'avais 22 ans. J'avais l'air plus jeune, en meilleure santé, rempli d'un espoir naïf qui avait depuis longtemps été battu hors de moi. Joshua Sterling. Elle a lu le nom à haute voix. Elle s'est arrêtée. Le nom Sterling signifiait quelque chose dans cette ville. Mon père avait bâti un empire manufacturier. Mon nom de famille était sur des ailes d'hôpitaux et des plaques de bibliothèque. Mais en me regardant, debout là dans mon manteau graisseux, elle ne pouvait clairement pas faire le lien. Oui, ai-je dit. Vérifiez juste le solde s'il vous plaît. J'ai besoin de retirer 1000 $. Je savais exactement combien il y avait dessus. 1000 $. C'était le paiement de pitié que mon frère Elia m'avait jeté. C'était le prix qu'il avait mis sur notre fraternité. Madame Adrien a laissé échapper un petit ricanement. 1000 $? Elle a regardé mes vêtements à nouveau. Il était clair qu'elle ne croyait pas que j'avais 10 $ à mon nom, encore moins 1000. Monsieur, s'il y a des fonds insuffisants, il y aura des frais pour la demande. Passez-la juste, ai-je dit, un éclair d'irritation perçant ma honte. La douleur dans mon bras a flambé à nouveau, vive et chaude. S'il vous plaît. Elle a levé les yeux au ciel, un geste si peu professionnel qu'il m'a piqué. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a glissé la carte abîmée dans le lecteur de son clavier. J'ai retenu mon souffle. Je priais pour que la bande magnétique fonctionne encore après 5 ans passés dans un portefeuille sur lequel on s'était assis, qu'on avait laissé tomber et tremper sous la pluie. Je priais pour qu'Elia ne l'ait pas annulé juste par méchanceté. Je priais pour pouvoir sortir d'ici avec l'argent, aller à la pharmacie, puis rentrer chez moi pour dormir 12 heures. Madame Adrien fixait l'écran. Elle a froncé les sourcils. Elle a tapé une touche, puis une autre. C'est étrange, a-t-elle murmuré. Quoi, ai-je demandé, mon cœur martelant contre mes côtes. C'est refusé. Si c'était refusé, j'étais mort. Je n'avais pas d'autres options. Pas d'économie, pas d'amis à qui emprunter. Caleb avait déjà trop fait pour moi au fil des ans. Je ne pouvais pas lui demander l'argent du loyer à nouveau. Madame Adrien n'a pas répondu. Elle a passé la carte à nouveau. Plus fort cette fois. Soudain, un son a brisé le murmure calme du hall de la banque. Ce n'était pas un bip. Ce n'était pas un carillon. C'était une sirène. Une alarme forte, perçante et oscillante qui semblait venir de partout à la fois. Des lumières rouges montées au plafond ont commencé à clignoter. L'écran d'ordinateur devant Madame Adrien est devenu d'un cramoisi vif et agressif. La réaction a été instantanée. Chaque conversation dans le hall s'est arrêtée. L'homme au costume gris anthracite a laissé tomber sa mallette. Le garde de sécurité près de la porte, un homme corpulent qui s'était appuyé contre le mur, s'est mis au garde à vous, sa main allant instinctivement à l'étui à sa hanche. Mon sang s'est glacé. Je suis resté figé, mes mains toujours étendues sur le comptoir. Le bruit était assourdissant. Ça ressemblait à une sirène de police. Je n'ai pas, ai-je bégayé en reculant légèrement. Je n'ai rien fait. Mais Madame Adrien ne me regardait plus avec suspicion. Elle regardait l'écran avec une terreur absolue. Son visage s'était vidé de toute couleur, laissant son maquillage ressortir comme un masque. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a fait tomber son agrafeuse du bureau. « Monsieur, ne bougez pas », a aboyé le garde de sécurité en s'avançant vers moi. J'ai levé les mains, ignorant la douleur brûlante dans mon bras. C'est ma carte. Je le jure, mes parents me l'ont donnée. La panique montait dans ma poitrine comme de la bile. Elia. Ça devait être Elia. Il avait dû signaler la carte volée il y a des années. Il avait dû tendre un piège, attendant le jour où je serais assez désespéré pour l'utiliser. Il savait que je finirais par craquer. Il savait que je reviendrais ramper pour les miettes. Et il avait tendu un collet pour m'attraper. J'allais aller en prison. J'allais être arrêté pour fraude ou vol ou usurpation d'identité. Avec mon avocat commis d'office et pas d'argent pour la caution, je pourrirais dans une cellule. Madame Adrien a attrapé le téléphone sur son bureau.
Elle n'a pas composé une extension générique. Elle a appuyé sur un seul bouton, les yeux écarquillés et fixés sur moi, mais pas avec mépris, avec peur. « Monsieur Thomas » a-t-elle pratiquement crié dans le combiné, sa voix se brisant. « Monsieur Thomas, venez au poste 5 maintenant. Nous avons un code rouge. C'est une carte Priority Trust. » Elle m'a regardé en respirant fort. Le système, il a tout verrouillé. Je voulais juste les 1000 $, ai-je chuchoté, ma voix tremblante. Vous pouvez garder la carte. Je vais juste partir. Non, a-t-elle crié, tendant la main par-dessus le comptoir comme pour m'attraper, bien qu'elle n'ait pas osé toucher mon manteau sale. Vous ne pouvez pas partir. Le directeur arrive. S'il vous plaît, monsieur. Attendez juste, monsieur. Elle m'avait appelé monsieur. Le garde de sécurité s'était arrêté à mi-chemin du comptoir. Il avait l'air confus. Il regardait le visage terrifié de Madame Adrien, puis l'écran rouge clignotant, puis moi. Il a retiré sa main de son arme. L'alarme hurlait toujours. Un cri rythmique qui me perçait le crâne. Puis la porte des bureaux exécutifs au fond de la banque s'est ouverte brusquement. Un homme est sorti en courant. Il ne marchait pas. Il courait. C'était un homme grand, chauve, portant un costume qui coûtait plus que ce que je gagnais en un an. Il a scanné le hall, les yeux hagards. Quand il a vu la lumière clignotante au poste 5, il a sprinté vers nous, trébuchant presque sur une corde de velours. « Éteignez ça » a-t-il crié au garde de sécurité. « Coupez l'alarme maintenant. » Le garde s'est précipité vers un panneau sur le mur et a tapé un code. La sirène s'est coupée instantanément, laissant un silence bourdonnant dans son sillage. Le directeur, Monsieur Thomas, a dérapé pour s'arrêter devant moi. Il était essoufflé, la sueur perlant sur son front. Il a regardé Madame Adrien, puis la carte bleue abîmée posée sur le comptoir en marbre. Il a tendu la main et l'a prise. Ses mains tremblaient aussi. Il l'a retournée, a vérifié la signature, puis m'a regardé. Il n'a pas regardé la graisse sur mon manteau. Il n'a pas regardé le ruban adhésif sur mes bottes. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une expression que je n'avais jamais vue dirigée vers moi auparavant. C'était de la crainte. « Monsieur Sterling » a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. « Monsieur Joshua Sterling ?» J'ai hoché la tête lentement, trop terrifié pour parler. « Mes excuses » a-t-il dit en inclinant légèrement la tête. « Mes plus profondes et sincères excuses pour ce dérangement. S'il vous plaît, venez avec moi. » Il a fait un geste vers la section VIP, la zone derrière le verre dépoli où il servait les millionnaires. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. Monsieur Thomas m'a regardé et pendant une seconde, son masque professionnel a glissé. Pour comprendre pourquoi je tremblais dans ce hall de banque, terrifié par mon propre nom, il faut remonter en arrière. Il faut comprendre le jour où ma vie s'est terminée. C'était il y a 5 ans, le jour des funérailles. Mes parents, Robert et Marie Sterling, étaient morts ensemble. Un incendie d'usine, une explosion de gaz massive à l'usine de fabrication principale. Ils étaient en visite sur le site. Ils sont morts sur le coup, ont dit les autorités. J'espérais que c'était vrai. J'espérais qu'ils n'avaient ressenti aucune douleur. Les funérailles ont été un spectacle. La moitié de l'élite de Chicago s'est présentée. Des hommes en costume noir qui vérifiaient leurs montres pendant l'éloge funèbre. Des femmes voilées qui chuchotaient sur le cours des actions tout en tamponnant des yeux secs. C'était un événement de réseautage déguisé en tragédie. J'étais assis au premier rang à fixer les 2 cercueils fermés. Je me sentais vidé. J'avais 22 ans, je sortais tout juste de l'université et je me sentais comme un enfant qui s'était perdu dans le noir. Mes parents étaient les seules personnes qui m'avaient jamais fait sentir en sécurité. Ils m'avaient adopté quand j'avais 3 ans, me sauvant d'un système de placement familial qui broyait les enfants. Ils m'avaient aimé. Du moins, je pensais qu'ils l'avaient fait. À côté de moi était assis Elia. Elia était mon frère aîné, leur fils biologique. Il avait 5 ans de plus que moi, plus grand, plus large, avec la mâchoire classique des Sterling et des yeux qui semblaient toujours calculer ce que vous valiez. Il était assis avec sa femme, Chloé. Chloé vérifiait son maquillage dans un miroir de poche,
soupirant bruyamment toutes les quelques minutes comme si son chagrin était un inconvénient pour son emploi du temps. Elia n'a pas pleuré. Il n'a pas regardé les cercueils. Il a passé tout le service à faire défiler des messages sur son téléphone, le cachant derrière un livre de cantiques. Après le service, nous sommes retournés au domaine, le manoir Sterling, une immense demeure gothique sur la rive nord que j'avais appelée maison pendant 19 ans. La lecture du testament a eu lieu dans la bibliothèque. La pièce sentait le vieux papier, le cuir et l'odeur lourde des listes des arrangements funéraires. Monsieur Lincoln, l'avocat de la famille, était assis derrière le bureau massif en chêne de mon père. Monsieur Lincoln était un homme bon, ou du moins je l'avais toujours pensé. Il me connaissait depuis que j'étais enfant. Il avait l'habitude de me donner des bonbons à la menthe quand je venais à son bureau avec papa. Mais ce jour-là, Monsieur Lincoln ne voulait pas me regarder. Il gardait les yeux sur les papiers devant lui, ses mains tremblant légèrement. « Finissons-en », a dit Elia, se versant un verre de la carafe en cristal. Il n'en a offert à personne d'autre. J'ai un vol pour Cabo demain matin. J'ai besoin de savoir à quoi ressemble la liquidité. Elia, s'il te plaît, ai-je dit doucement. Pouvons-nous juste prendre un moment? Tais-toi, Joshua, a claqué Chloé. Elle inspectait ses ongles. Personne ne se soucie de ton numéro sentimental. Tu t'inquiètes juste pour ta part. J'ai tressailli. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, a dit Elia en prenant une gorgée de scotch. Lis-le, Lincoln. Monsieur Lincoln s'est raclé la gorge. Moi, Robert Sterling, étant sain d'esprit. Il a passé en revue le jargon juridique standard, et puis le marteau est tombé. À mon fils aîné, Elia Sterling, je lègue la totalité du domaine Sterling, y compris la maison familiale, les propriétés de vacances, la collection de voitures et les parts de contrôle de Sterling Manufacturing. Elia a eu un sourire narquois. Il a levé son verre dans un faux toast à la pièce vide. Comme il se doit. Et, a continué Monsieur Lincoln, sa voix à peine audible maintenant. À Joshua Sterling. Mon cœur s'est arrêté. Je me fichais des actions. Je me fichais des voitures. Je voulais juste quelque chose, un souvenir, la montre que mon père portait, le piano de ma mère, quelque chose pour me dire que j'étais leur fils aussi. Je lègue la somme de $1000. Silence. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Même l'horloge grand-père dans le coin semblait s'arrêter de tic-taquer. $1000, a répété Elia. Puis il a commencé à rire. Un rire cruel et aboyant qui rebondissait sur les murs en acajou. 1000 balles. C'est tout. C'est moins que ce que je donne en pourboire à mon caddie. J'étais assis là, figé. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. $1000. Ce n'était pas un héritage. C'était un pourboire. C'était un renvoi. Monsieur Lincoln a fouillé dans sa mallette et a sorti une enveloppe blanche ordinaire. Il l'a glissée sur le bureau vers moi. Il avait l'air malade. C'est pour vous, Joshua, a-t-il dit doucement. Avant que je puisse l'atteindre, Elia l'a arrachée. Il l'a déchirée, déchirant le papier. Il a sorti une carte de débit bleue. Regardez ça, a jubilé Elia, la tenant comme un trophée. Une carte de débit préchargée, comme une carte cadeau qu'on donne à une bonne à Noël. Oh, c'est riche. C'est parfait. Donne-la-moi, ai-je dit en me levant. Mes jambes semblaient faibles. Maman et papa l'ont enfin admis, a ricané Elia en marchant vers moi. Ils l'ont enfin mis par écrit. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres, Josh. Tu étais un animal de compagnie. Un cas de charité qu'ils ont ramassé pour se sentir bien. Mais quand il a fallu choisir, le sang est plus épais que l'eau. Ce n'est pas vrai, ai-je bégayé, les larmes piquant mes yeux. Il m'aimait. Ah oui? Elia s'est mis juste devant mon visage. Je pouvais sentir le scotch dans son haleine. S'il t'aimait, t'aurais-il laissé sans rien? Ils ont laissé l'Empire au vrai fils, et ils ont laissé les restes aux chiens errants. Il m'a jeté la carte. Elle a frappé ma poitrine et est tombée au sol. Prends-la, a craché Elia. Prends tes 1000 balles. Et sors. Quoi? Je l'ai regardé, confus. Sors. J'habite ici. Plus maintenant,
a renchéri Chloé depuis le canapé. Elle a souri. Une courbure reptilienne froide de ses lèvres. La maison est à Elia. Le testament le dit. Et nous ne voulons pas d'invités. Nous redécorons, en commençant par les chambres d'amis. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit en regardant Monsieur Lincoln. Monsieur Lincoln, dites-leur que j'ai 30 jours, non. Légalement. Monsieur Lincoln a ouvert la bouche, mais Elia a claqué sa main sur le bureau. Tu veux jouer au légal, petit frère, a sifflé Elia. Je t'enterrerai sous les frais juridiques. Je m'assurerai que ces $1000 aillent à un avocat avant même que tu n'achètes un sandwich. Sors maintenant. Il m'a attrapé le bras. Le même bras qui a été brûlé aujourd'hui, et m'a poussé vers la porte. Attends, mes affaires, ai-je crié. Mes vêtements. Mon ordinateur portable. Je demanderai à la bonne de mettre en boîte tout ce qui n'est pas des ordures et de le laisser sur le trottoir demain, a dit Elia. Si tu es encore sur la propriété dans 10 minutes, j'appelle la police pour violation de propriété. Il m'a poussé dans le couloir. Les lourdes portes en chaîne de la bibliothèque ont claqué à mon visage. J'ai entendu le verrou cliquer. Je suis resté dans le foyer une seconde. Abasourdi. La maison où j'avais grandi, le sol où j'avais appris à marcher, c'était soudainement un territoire ennemi. Je me suis penché et j'ai ramassé la carte de débit bleue sur le tapis. Elle semblait légère, bon marché. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Le blizzard m'a frappé instantanément. Il y a 5 ans, la tempête était encore pire qu'aujourd'hui. La neige tombait en nappe, horizontale et aveuglante. Je n'avais pas mon manteau. Il était dans le placard à l'étage. Je portais mon costume de funérailles, une veste noire fine et un pantalon habillé. Je suis sorti sur le porche. Le vent hurlait. J'ai descendu la longue allée sinueuse. La neige a trempé mes chaussures habillées en quelques secondes. Mes dents ont commencé à claquer de manière incontrôlable. J'ai enroulé mes bras autour de moi, me voûtant contre la bourrasque. J'ai marché pendant 3 miles. Chaque pas était une bataille. Je ne sentais plus mes orteils. Mes oreilles brûlaient à cause du froid. Mais la douleur physique n'était rien comparée au trou dans ma poitrine. Il ne m'aimait pas. La pensée tournait en boucle dans mon cerveau comme un disque rayé. Il ne m'aimait pas. J'étais un cas de charité. J'étais une erreur. J'ai finalement atteint l'immeuble de Caleb. Caleb était mon meilleur ami de l'université. Il vivait dans un 2 pièces exigu au-dessus d'une boulangerie. J'ai martelé la porte, mon poing fonctionnant à peine. Caleb a ouvert. Il m'a jeté un coup d'œil, trempé, les lèvres bleues, tremblant violemment, et m'a tiré à l'intérieur sans un mot. Mon Dieu, Josh, a-t-il dit en attrapant une couverture sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ta voiture? Elia, ai-je réussi à dire, la mâchoire serrée. Cette nuit-là, je me suis assis sur le radiateur de Caleb en essayant d'arrêter les frissons. J'ai sorti la carte de débit de ma poche mouillée. Je l'ai regardée. Elle représentait tout ce que j'avais perdu. C'était une insulte. Une gifle finale d'outre-tombe. Je l'ai agrippée à 2 mains. Je l'ai pliée. Je voulais la casser en 2. Je voulais jeter les morceaux à la poubelle et ne plus jamais penser au nom Sterling. Le plastique a plié. Il est devenu blanc au point de tension au milieu. Mais je me suis arrêté. Je ne pouvais pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était la dernière chose que ma mère avait touchée. Peut-être parce que j'avais peur d'être complètement fauché. J'ai baissé les mains. J'ai fourré la carte pliée au fond de mon portefeuille derrière ma carte de bibliothèque. Je la garderai, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je la garderai pour me souvenir de qui ils étaient vraiment. Et pendant 5 ans, cette carte est restée là. Une cicatrice que je portais dans ma poche. La vie a une façon de vous battre pour vous enlever votre dignité, un quart de travail à la fois. Pendant les 5 années suivantes, Joshua Sterling a cessé d'exister. Je suis devenu juste Josh, le gars qui lavait la vaisselle et débarrassait les tables au Rusty Spoon. Le Rusty Spoon était un restaurant miteux du côté sud de la ville. C'était le genre d'endroit où le menu était collant, le sol était toujours glissant de graisse, et les clients donnaient des pourboires en pièces de 25 cents, s'ils donnaient un pourboire tout court.
Ma vie est devenue un flou de survie. Je travaillais des doubles quarts de travail 6 jours par semaine. Je frottais des casseroles jusqu'à ce que mes mains soient à vif et couvertes d'ampoules. Je passais la serpillière jusqu'à ce que mon dos se bloque. Je louais un studio en sous-sol qui était techniquement illégal. Il n'avait pas de fenêtre. Les tuyaux claquaient toute la nuit. Et quand il pleuvait, le tapis sentait le chien mouillé. J'ai appris à budgétiser au centime près. Les nouilles instantanées étaient un luxe. Une pomme fraîche était une friandise. J'évitais les nouvelles. J'évitais les pages mondaines. Mais à Chicago, le nom sterling était inéluctable. J'entendais les rumeurs. Les clients du restaurant lisaient le journal et parlaient. « Tu as vu la fête qu'Elia Sterling a donnée » a dit un gars en mâchant un cure-dent. « T'aimes Gatsby le magnifique. Ils disent qu'il a rempli une fontaine de champagne. »« Ça doit être sympa » a répondu son pote. J'ai entendu dire qu'il a acheté une autre Lambo, jaune cette fois. Je gardais la tête basse, essuyant le comptoir. Une Lamborghini jaune, alors que je décidais si je pouvais me permettre de faire la lessive cette semaine ou si je devais juste laver mes chaussettes dans l'évier à nouveau. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était l'injustice. Elia n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Il avait échoué dans 2 universités. Il avait perdu des milliers en paris sportifs. Pourtant, il vivait comme un roi dans la maison que mon père avait construite pendant que je grattais du chewing-gum sous les tables. Mais j'avais ma fierté. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais demandé d'aide. J'étais déterminé à m'en sortir seul, même si m'en sortir signifiait juste ne pas mourir de faim. Puis est arrivé l'accident. C'était le coup de feu du déjeuner. Le restaurant était plein à craquer. Anthony, le gérant, hurlait des ordres par le passe-plat. Anthony était un homme petit et colérique qui croyait que la peur était la meilleure motivation. La table 4 a besoin de sa soupe, Josh. Bouge-toi, a crié Anthony. J'ai attrapé le plateau. Un grand bol de bisques de tomates bouillantes clapotait au centre. J'ai tourné trop vite. Un enfant a surgi de sous une table. J'ai essayé de l'éviter. Ma botte a glissé sur une tache de graisse. Je suis tombé. Le plateau a basculé. Le bol de soupe s'est renversé. Il n'a pas touché le sol. Il a touché mon bras. La douleur a été instantanée et aveuglante. J'avais l'impression qu'on m'écorchait vif. J'ai crié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis laissé tomber au sol, serrant mon bras alors que le liquide bouillant trempait ma chemise. Le restaurant est devenu silencieux. Imbécile, a crié Anthony. Il ne demandait pas si j'allais bien. Il regardait le gâchis par terre. Regarde ce que tu as fait. C'est une perte. Ça sort de ton chèque. J'ai serré les dents. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai remonté ma manche. La peau était rouge vif, cloquant instantanément. De grosses bulles en colère se formaient. J'ai besoin d'aller à l'hôpital, ai-je haleté. Tu sors pendant un coup de feu? Ne prends pas la peine de revenir, a dit Anthony, m'enjambant pour ramasser un porte-serviette. Anthony, regarde mon bras, ai-je crié en le levant. Il y a jeté un coup d'œil et a grimacé, mais son visage s'est durci. Bien, vas-y. Mais tu es rayé du planning pour le reste de la semaine. Je ne peux pas avoir un éclopé qui ralentit la ligne. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit. J'ai besoin des heures. J'ai besoin de mon salaire. Tu es un employé horaire, Josh. Pas de travail, pas de paix. Maintenant sors avant de faire peur aux clients. J'ai trébuché hors du restaurant, enveloppant mon bras dans mon tablier, je suis allé à la clinique gratuite. Le médecin, une femme fatiguée aux yeux gentils, a nettoyé la brûlure. Elle m'a dit que c'était une brûlure grave au second degré. Elle nécessitait des changements de pansement quotidiens et des antibiotiques puissants pour prévenir l'infection. L'ordonnance coûte $80, a-t-elle dit en s'excusant. Et vous devez prendre une semaine de congé. Vous ne pouvez pas être près de la graisse et de la vapeur avec ça. Je suis rentré chez moi dans un état second. Quand je suis arrivé à la porte de mon sous-sol, j'ai vu le papier rouge collé dessus. Avis d'expulsion. Avertissement final. Je devais 2 mois de loyer.
Mon propriétaire avait été patient, mais sa patience était épuisée. Si je ne payais pas $800 d'ici vendredi, il changeait les serrures. Je suis entré et je me suis assis sur mon matelas affaissé. Mon bras battait d'un pouls de feu. Mon estomac grondait. J'ai fait le calcul. J'avais $12 en poche. Mon compte chèque avait $4,50. J'avais besoin de $80 pour les médicaments. J'avais besoin de $800 pour le loyer. Et je n'avais pas de travail pendant une semaine. Je me noyais. Je suis resté assis là pendant des heures à regarder une araignée ramper au plafond. J'ai pensé à Elia. Je l'imaginais dans la bibliothèque en train de boire le scotch de papa, riant de moi. Prends tes 1000 balles et sors. J'avais juré que je ne l'utiliserais jamais. J'avais juré que je préférerais mourir plutôt que de prendre son argent de pitié. Mais je ne voulais pas mourir. Pas d'une infection. Pas dans la rue. Je me suis levé. J'ai marché vers la commode où se trouvait mon vieux portefeuille. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la carte bleue. Elle avait l'air pathétique, rayée, pliée. La bande magnétique était usée. Juste cette fois, ai-je chuchoté. Juste pour survivre. J'ai mis mon manteau, j'ai scotché mes bottes et je suis sorti dans le froid, me dirigeant vers la Liberty Trust Bank. Retour au présent, le silence dans la salle VIP était lourd. Monsieur Thomas, le directeur de la banque, m'avait conduit dans un bureau privé plus grand que tout mon appartement. Les murs étaient tapissés de livres reliés en cuir. Il y avait un tapis perçant au sol qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. J'étais assis au bord d'un canapé en cuir, serrant mon bras brûlé. L'adrénaline de l'alarme commençait à s'estomper, remplacée par une anxiété malade et rongeante. Monsieur Thomas faisait les 100 pas. Il avait renvoyé Madame Adrien, qui avait quitté la pièce en ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Monsieur Sterling, a dit Thomas, s'arrêtant et me regardant. Puis-je vous offrir quelque chose? Oh, café, brandy? Je veux juste savoir ce qui se passe, ai-je dit. Pourquoi l'alarme s'est-elle déclenchée? La carte est-elle volée? Si elle l'est, je ne savais pas. Je le jure. Monsieur Thomas a ri nerveusement. Volée? Non. Non. L'alarme était un protocole de sécurité, une sentinelle silencieuse. Elle est programmée pour se déclencher chaque fois qu'un compte dormant de niveau 1 est activé après une longue période d'inactivité. Elle alerte immédiatement la haute direction pour empêcher tout accès non autorisé. Niveau 1. J'ai froncé les sourcils. C'est une carte de débit. Il y a $1000 dessus. Monsieur Thomas m'a regardé avec confusion. $1000? Qui vous a dit ça? L'avocat. À la lecture du testament. Monsieur Thomas a marché jusqu'à son bureau. Il a ramassé la carte bleue. Il l'a manipulée avec révérence. Maintenant, Monsieur Sterling, ce n'est pas une carte de débit standard. C'est une carte d'accès passe-partout. Elle a été émise il y a 5 ans sous une fiducie aveugle. Une fiducie aveugle? Oui, la fiducie Phoenix établie par Robert et Marie Sterling. Mes parents. Entendre leur nom m'a serré la poitrine. Je ne comprends pas, ai-je dit. Pourquoi me donnerait-il une carte sophistiquée pour 1000 balles? Monsieur Thomas s'est assis derrière son bureau. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier épais. Il l'a ouvert et l'a fait pivoter pour que je puisse voir. Monsieur Sterling, a-t-il dit doucement. Le solde de ce compte n'est pas de $1000. J'ai regardé le papier. Il y avait beaucoup de chiffres. Mes yeux étaient flous d'épuisement. J'ai plissé les yeux. J'ai vu un 5, puis une virgule, puis 3 zéros, puis une autre virgule, puis 3 autres zéros. 5 millions de dollars. J'ai cligné des yeux. J'ai frotté mes yeux et regardé à nouveau. Le chiffre n'a pas changé. 5. Ma voix a failli. 5 millions plus les intérêts accumulés au cours des 5 dernières années, a ajouté Monsieur Thomas. Le principal a été investi dans des obligations municipales à haut rendement et des actions technologiques agressives. Le portefeuille a exceptionnellement bien performé. La pièce a commencé à tourner. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. C'est une erreur, ai-je dit. Ça doit être une erreur. Elia a tout eu. J'ai eu les restes.
Il n'y a pas d'erreur, a dit une nouvelle voix. Je me suis retourné. Debout dans l'embrasure de la porte du bureau se tenait un homme que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Monsieur Lincoln, l'avocat de la famille. Il avait l'air plus vieux. Ses cheveux étaient complètement blancs maintenant. Il tenait une mallette en cuir. Et son visage était gravé d'un mélange de tristesse et de soulagement. Monsieur Lincoln, ai-je haleté. Il est entré dans la pièce et a fait un signe de tête à Monsieur Thomas. Merci, Thomas. Je prends le relais. Monsieur Thomas s'est levé immédiatement. Bien sûr. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il m'a jeté un dernier regard. Un regard de pure déférence et a fermé la porte. J'étais seul avec l'avocat. Vous saviez, ai-je chuchoté. Vous étiez assis là aux funérailles et vous m'avez dit que je n'avais rien. Vous avez regardé Elia me jeter dehors. Monsieur Lincoln. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Il avait l'air fatigué. Je ne savais pas seulement, Joshua. J'ai rédigé la fiducie et j'ai juré sous serment à vos parents que je ne dirais pas un mot jusqu'à ce que vous activiez cette carte vous-même. Pourquoi, ai-je demandé, la colère montant à travers le choc. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi me laisserait-il souffrir? Savez-vous où je vis? Savez-vous ce que j'ai mangé? Regardez-moi. J'ai levé mon bras brûlé. J'ai fait un geste vers mon manteau sale. Je vis en enfer depuis 5 ans. Pourquoi? Monsieur Lincoln n'a pas répondu immédiatement. Il a posé sa mallette sur la table et a fait claquer les loquets. Il a sorti un iPad. Je ne peux pas l'expliquer aussi bien que, a-t-il dit. Il m'a tendu l'iPad. Sur l'écran se trouvait un fichier vidéo. La vignette montrait mes parents assis sur le canapé de la bibliothèque. Ils se tenaient la main. Appuyez sur lecture, a dit Monsieur Lincoln doucement. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber l'appareil. J'ai touché l'écran. La vidéo a commencé. Bonjour, Joshua. La voix de mon père a rempli la pièce calme, l'entendre était comme un coup physique. Il avait l'air fatigué dans la vidéo. Sa peau était grise. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Si tu regardes ceci, a dit mon père. Alors au moins 5 ans se sont écoulés et tu as enfin utilisé la carte. Ma mère a serré sa main. Elle s'est penchée vers la caméra. Nous sommes tellement désolés, mon bébé. Nous sommes tellement désolés pour ce que nous avons dû faire. Nous n'avions pas le choix, a dit papa, sa voix se raffermissant. Il y a environ 6 mois, nous avons découvert la vérité sur Elia. J'ai regardé, hypnotisé. La vérité sur Elia. Ton frère est malade, Josh, a dit papa. Il a une addiction au jeu, une mauvaise. Nous avons découvert qu'il avait mis en gage son futur héritage pour emprunter de l'argent à des gens très dangereux, des usuriers, des cartels. Il doit des millions. J'ai fixé l'écran. Elia, l'enfant chéri. Nous avons essayé de l'aider, a chuchoté maman. Nous avons payé ses dettes 2 fois, mais il y est retourné tout de suite. Il ne fait pas que dépenser l'argent, il le détruit. Nous savions que si nous mourions, a continué papa, Elia viendrait tout prendre. Si nous partagions le domaine, si nous te donnions la moitié, les créanciers d'Elia viendraient après toi, ou pire, Elia te menacerait, te poursuivrait en justice ou te ferait du mal pour obtenir ta part. Il est désespéré, et le désespoir rend les hommes dangereux. Des larmes coulaient sur mes joues. Alors, nous avons élaboré un plan, a dit papa. Un plan terrible et douloureux. Nous devions faire croire à Elia qu'il avait gagné. Nous devions lui donner la maison, les voitures, les actifs publics. Nous en avons fait l'appât. Nous savions qu'il brûlerait tout, a dit maman. Nous l'avons calculé. La maison, les parts de l'entreprise. Avec ses habitudes de dépenses et ses dettes, il lui faudrait environ 5 ans pour tout perdre. Nous avons créé la fiducie Phoenix pour toi, a dit papa. Nous avons mis tout notre argent liquide, les polices d'assurance vie, tout ce qui ne pouvait pas être facilement tracé dans ce compte et nous l'avons verrouillé. Même si tu le découvrais, tu ne pouvais pas y toucher pendant 5 ans. Nous avions besoin que tu sois pauvre, Josh. Nous avions besoin que tu sois hors des radars. Nous avions besoin que tu sois à l'abri de ces créanciers.
Nous avons dû te briser le cœur pour te sauver la vie, a sangloté maman. Nous avons dû te laisser penser que nous ne t'aimions pas, et ça nous a tués chaque jour. Ça nous a tués. Mais sache ceci, a dit papa en regardant droit dans la caméra. Ses yeux étaient féroces. Tu étais le fils dont nous étions fiers. Tu étais celui qui travaillait dur. Tu étais celui qui avait un bon cœur. Elia a notre sang. Mais toi, tu as notre esprit. L'argent sur ce compte est à toi, a dit maman. L'écran est devenu noir. J'étais assis là, l'iPad lourd sur mes genoux. Le silence dans la pièce était absolu. Mes parents ne me détestaient pas. Ils ne m'avaient pas abandonné. Ils avaient joué les méchants pour me sauver. Ils étaient morts en me laissant penser qu'ils étaient des monstres, juste pour que je ne sois pas entraîné par les ancres d'Elia. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. Pas les pleurs polis d'un enterrement, mais des sanglots profonds et gutturaux qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour les 5 ans de pauvreté. J'ai pleuré pour la solitude, mais surtout j'ai pleuré de soulagement. J'étais aimé. Monsieur Lincoln m'a laissé pleurer. Il m'a tendu un mouchoir et a attendu que ma respiration ralentisse. Il voulait vous le dire, a dit Monsieur Lincoln. Votre mère vous écrivait une lettre chaque semaine. Elle les brûlait toutes. Elle était terrifiée que si Elia le découvrait, vous seriez en danger. J'ai essuyé mon visage. Alors, c'est fini. Les 5 ans sont écoulés. La fiducie est arrivée à échéance hier, a dit Lincoln. Vous avez un accès complet. Les 5 millions de dollars sont à vous. Sans impôt, principalement grâce à la structure d'assurance. 5 millions de dollars. J'ai regardé mon bras brûler. Je pouvais payer les meilleurs médecins du monde. Je pouvais acheter le Rusty Spoon et virer Anthony. Je pouvais acheter tout le pâté de maison. Et Elia, ai-je demandé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'expression de Monsieur Lincoln s'est durcie. Il a fouillé dans sa mallette à nouveau et a sorti un autre dossier. Les calculs de votre père étaient remarquablement précis, a dit Lincoln. Elia n'a pas seulement dépensé l'argent. Il a investi massivement dans un système de crypto-monnaie qui s'est effondré le mois dernier et il a hypothéqué le domaine. 3 fois. 3 fois il a falsifié des documents. Il a soudoyé des évaluateurs. Mais le château de cartes s'est effondré. La banque. Cette banque a en fait lancé une procédure de saisie ce matin. Mes yeux se sont écarquillés. Il perd la maison. Il l'a déjà perdue, a corrigé Lincoln. L'avis d'expulsion est signifié la semaine prochaine. La propriété va aux enchères à l'aveugle demain matin pour régler les dettes. C'est une vente bradée. La vente bradée. La maison où j'ai grandi. La maison d'où Elia m'avait mis à la porte. Un étrange sentiment froid s'est installé sur moi. Ce n'était plus de la colère. C'était de la clarté. Monsieur Lincoln, ai-je dit en me redressant. Vous avez dit que c'est une enchère à l'aveugle. Oui, des offres souples cachetées. Puis-je enchérir? Monsieur Lincoln a souri. C'était un petit sourire tranchant. Avec votre liquidité actuelle, vous pouvez surenchérir sur n'importe qui dans la ville. Je veux cette maison, ai-je dit. La décision était instantanée. Je veux l'acheter, mais je ne veux pas qu'Elia sache que c'est moi. Pas tant que l'encre n'est pas sèche. Nous pouvons créer une société écran, a suggéré Lincoln. L'anonymat est facile. Faites-le, ai-je dit. Rachetez-la. Tout, les meubles, l'art, les souvenirs. Ramenez-la à la famille. La vraie famille. Je suis sorti de la banque 1 heure plus tard, mais je n'étais pas le même homme que celui qui y était entré. Je portais toujours le manteau sale. J'avais toujours le ruban adhésif sur mes bottes, mais mon dos était droit. Ma tête était haute. Dans ma poche, à côté de la carte bleue abîmée, se trouvait une carte Infinity noire élégante que Monsieur Thomas m'avait pratiquement supplié de prendre. Mon premier arrêt a été l'hôpital, pas la clinique gratuite, le meilleur hôpital privé de Chicago. Je suis entré aux urgences. La réceptionniste a regardé mes vêtements et a commencé à pointer vers le panneau pour le guichet d'aide publique. J'ai besoin d'un chirurgien plasticien pour une brûlure, ai-je dit en la coupant. Et une chambre privée. Monsieur, nous exigeons une assurance ou un paiement initial, a-t-elle dit avec lassitude.
J'ai claqué la carte noire sur le bureau. Passez là. 2 heures plus tard, mon bras était soigné, enveloppé dans des bandages de haute qualité, et la douleur était un battement sourd grâce aux médicaments. Mon prochain arrêt était Michigan Avenue, le Magnifique Smile. Je suis entré dans une boutique de costumes italiens haut de gamme, le genre d'endroit où on vous offre un expresso quand vous entrez. Le vendeur, un gars avec un mètre ruban autour du cou, m'a regardé et s'est en fait mis devant le portant de costumes, me bloquant. Les livraisons sont à l'arrière, a-t-il ricané. Je l'ai regardé. Je ne suis pas ici pour livrer. Je suis ici pour acheter. J'ai besoin d'un costume. Laine. Gris anthracite. Taillé aujourd'hui. Monsieur, nos costumes commencent à $3000, a-t-il dit en regardant mes bottes. J'en prendrai 3, ai-je dit. Et un manteau, en cachemire, et des chaussures. Jetez ces bottes à la poubelle. J'ai sorti une liasse de billets que j'avais retirés de la banque. L'attitude du vendeur a changé si vite qu'il a failli avoir un coup du lapin. À 17 heures, je me suis regardé dans le miroir. Joshua Sterling me regardait en retour. Les joues creuses étaient toujours là, mais les vêtements allaient comme une armure. Le costume gris anthracite faisait paraître mes épaules plus larges. Le long manteau en cachemire cachait les bandages. Je ressemblais à mon père. Je suis sorti du magasin et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. Rusty Spoon, ici Anthony. La voix a aboyé. Anthony, c'est Josh. Je t'ai dit de ne pas revenir avant la semaine prochaine. Et apporte un mot du médecin. Je ne reviens pas la semaine prochaine, ai-je dit, ma voix calme. Je démissionne. Tu quoi? Tu ne peux pas démissionner. Tu as le quart du samedi. Si tu démissionnes, je garde ton dernier chèque. Garde-le, ai-je dit. Utilise-le pour t'acheter une greffe de personnalité. J'ai raccroché. C'était mesquin, mais Dieu que c'était bon. Le lendemain matin, j'ai rencontré Monsieur Lincoln à son bureau. C'est fait, a-t-il dit en glissant un document épais sur la table. L'offre a été acceptée à 9 heures. L'acte a été transféré à Phoenix Holdings. C'est vous. Est-ce qu'Elia le sait? Il sait que la maison a été vendue. Il ne sait pas à qui. On lui a donné 48 heures pour quitter les lieux. 48 heures? J'ai souri. C'est plus de temps qu'il ne m'en a donné. Il refuse de partir, a dit Lincoln. Il s'est barricadé à l'intérieur. Il revendique des droits de squatter. Il fait une scène. Laisse-le faire une scène, ai-je dit. Je veux regarder. Il y a une autre chose, a dit Lincoln. Elia vend des choses. Il essaie de liquider des actifs avant l'expulsion. Il a mis en vente la collection de voitures ce matin. Les voitures. Je me suis souvenu de la Mustang vintage de mon père. Je me suis souvenu de la Rolls-Royce qu'il avait achetée pour les occasions spéciales. J'y ai mis un terme, a dit Lincoln. Le privilège sur la maison couvre le contenu du garage, mais Elia est volatile. Il pourrait essayer de fuir. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago. J'ai ressenti une montée de puissance que je n'avais jamais connue auparavant. Pendant 5 ans, j'avais été la victime. J'avais été celui qui réagissait au monde. Maintenant, c'était moi qui agissais. Il ne fuira pas, ai-je dit. Il est trop arrogant pour fuir. Il pense qu'il peut s'en sortir en parlant. Il pense que le monde lui doit sa subsistance. Je me suis retourné vers Lincoln. J'ai besoin d'une voiture et d'un chauffeur. Quel genre de voiture? Quelque chose de bruyant, ai-je dit. Quelque chose qui dit « je suis là ». Lincoln a souri. Je pense que la Rolls-Royce Phantom du domaine est actuellement retenue à la fourrière en attendant l'enchère. Je peux la faire libérer pour le nouveau propriétaire dans l'heure. Parfait, ai-je dit. Le jour de l'expulsion est arrivé avec un ciel couleur prune meurtrie. C'était l'un de ces matins lourds et couverts de Chicago où l'air semble électrique, comme si une tempête retenait son souffle, attendant juste la permission d'éclater. J'étais assis à l'arrière de la Rolls-Royce Phantom. Les vitres étaient teintées si sombrement que le monde extérieur ressemblait à un film projeté sur un écran. À l'intérieur, c'était calme.
Le seul son était le doux bourdonnement du moteur et la respiration rythmique de Hunter, le chef de ma nouvelle équipe de sécurité privée, qui conduisait. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles reposaient sur les genoux de mon costume gris anthracite à $3000. Les bandages sur mon bras étaient cachés sous des couches de cachemire et de soie. Il y a à peine 7 jours, ces mêmes mains étaient gercées, saignantes et frottaient la graisse d'un comptoir de restaurant. Maintenant elles étaient manucurées et propres, mais mon cœur martelait contre mes côtes exactement comme à l'époque. Nous tournons dans la rue maintenant, Monsieur Sterling, a dit Hunter, ses yeux rencontrant les miens dans le rétroviseur. Ça a l'air animé. Animé est un mot pour le dire, ai-je murmuré. J'ai regardé dehors. La rue calme bordée d'arbres de la rive nord, où médecins et PDG tondaient leur pelouse avec une précision militaire, s'était transformée en cirque. Il y avait 3 voitures de police garées n'importe comment sur la pelouse. Leurs gyrophares clignotaient, des stroboscopes rouges et bleus coupant à travers le matin gris. Un énorme camion de déménagement orange commandé par la banque tournait au ralenti dans l'allée, son échappement crachant des nuages blancs dans l'air froid. Mais c'est le bruit qui m'a frappé en premier, même à travers la vitre insonorisée de la Rolls. Des cris. Des cris aigus et hystériques. Avancez jusqu'au portail, ai-je ordonné. Bloquez l'allée. Hunter a hoché la tête. La voiture noire massive a glissé vers l'avant comme un requin entrant dans un banc de poissons. Nous nous sommes arrêtés à quelques centimètres des grilles en fer forgé, les mêmes grilles par lesquelles j'étais sorti il y a 5 ans avec de la neige trempant mes chaussettes. Je ne suis pas sorti immédiatement. J'ai regardé. La porte d'entrée du manoir était grande ouverte. Des meubles étaient éparpillés sur le porche. Un fauteuil en velours renversé. Une lampe brisée sur les marches en pierre. On aurait dit une zone de guerre. Et ils étaient là. Elia se tenait sur la marche supérieure. Il avait l'air dérangé. Il portait un peignoir en soie qui pendait ouvert, révélant un pantalon de pyjama taché. Ses cheveux, habituellement gominés à la perfection, se dressaient en touffes sauvages. Il tenait un club de golf dans une main et une bouteille de scotch coûteux dans l'autre. « Vous n'avez aucun droit », criait Elia à un adjoint du shérif à l'air las. « C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte. Je vous poursuivrai. Je poursuivrai la banque. Je poursuivrai la ville. » Chloé était juste derrière lui. Elle avait l'air encore pire. Son mascara coulait sur ses joues entraînées noires, la faisant ressembler à un raton laveur. Elle serrait un sac Louis Vuitton contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage, sanglotant bruyamment. « Dis-leur, Elia, hurlait-elle. Dis-leur de s'éloigner de mes affaires. Ce déménageur vient de toucher le vase de ma grand-mère. »« Madame, la maison a été vendue, » a dit l'adjoint, sa voix amplifiée par un mégaphone. « On vous a donné 48 heures pour quitter les lieux. Vous êtes maintenant en violation de propriété. Lâchez le club, Monsieur Sterling, ou nous devrons vous détenir. » Vendu? Elia a ri. Un craquement maniaque. Vendu à qui? Une société écran? Un lâche sans visage. J'exige de voir le propriétaire. Amenez-le ici. Je parie qu'il n'a pas le cran de me regarder dans les yeux. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était froid. C'était le sourire d'un homme qui tenait tous les as dans le jeu. Hunter, ai-je dit doucement. Ouvre la porte. Hunter est sorti, a contourné l'arrière de la voiture et a ouvert ma porte avec un geste professionnel. Je suis sorti. Le son de mes chaussures en cuir italien frappant le pavé était net et distinct. Clic, clic, clic. J'ai ajusté mes lunettes de soleil. J'ai boutonné mon manteau en cachemire et j'ai commencé à marcher vers le portail. La scène s'est figée. Les voisins qui s'étaient rassemblés sur le trottoir avec leur téléphone sorti pour enregistrer le drame se sont tus. Les policiers se sont tournés pour regarder le nouvel arrivant. Les déménageurs ont arrêté de soulever un canapé. Tout le monde regardait l'homme au manteau noir sortant de la fantôme noire. Elia a plissé les yeux. Il était ivre, en colère et paniqué. Il ne m'a pas reconnu. Il a vu le costume. Il a vu la voiture. Il a vu la posture. Toi, a crié Elia en pointant le club de golf vers moi. Es-tu le vautour? Es-tu celui qui a acheté ma maison sous mon nez? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher.
Réponds-moi, a hurlé Elia, trébuchant en descendant une marche. Sais-tu qui je suis? Je suis un sterling. Tu ne peux pas juste racheter un sterling. Combien veux-tu? Je te paierai le double. J'ai des investisseurs qui viennent la semaine prochaine. Je suis solvable. Il ment, a crié un voisin depuis le trottoir. Il m'a emprunté 500 balles pour une pizza la semaine dernière. Elia a fait volte-face pour crier sur le voisin, mais j'étais au portail maintenant. Monsieur Lincoln, mon avocat, est sorti de derrière une voiture de police. Il tenait un dossier épais. Il a fait un signe de tête au shérif. Officier, a dit Lincoln, sa voix coupant à travers le vent. Voici le propriétaire. Veuillez ouvrir le portail. L'adjoint m'a regardé, puis Lincoln. Il a hoché la tête et a poussé les lourdes grilles en fer. Elles ont grincé, un son dont je me souvenais de mon enfance. J'ai remonté l'allée. Je suis passé devant les voitures de police. Je suis passé devant les déménageurs. J'ai marché jusqu'au bas des marches du porche, levant les yeux vers le frère qui m'avait méprisé toute ma vie. Elia haletait maintenant. Il avait l'air confus. Il y avait quelque chose de familier chez moi, mais son cerveau ne pouvait pas le traiter. Il ne pouvait pas concilier le frère qu'il avait jeté dans la neige avec la silhouette puissante debout devant lui. « Qui es-tu » a chuchoté Elia, sa voix tremblante. « Enlève ses lunettes. » J'ai levé une main gantée. J'ai accroché un doigt sous le bord de mes lunettes de soleil et lentement, délibérément, je les ai enlevées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Bonjour, Elia. » La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il a reculé en titubant, lâchant le club de golf. Il a dévalé bruyamment les marches en pierre, atterrissant à mes pieds. Josh, a-t-il étouffé. C'est sorti comme un couinement. Un couinement terrifié et incrédule. Non, a haleté Chloé en s'avançant. Elle a essuyé ses yeux, étalant encore plus le maquillage noir. Ça ne peut pas être Josh. Josh est un plongeur. Josh est un clochard. Joshua Sterling, a annoncé Monsieur Lincoln bruyamment, se tenant à côté de moi comme un crieur public, et le seul propriétaire de Phoenix Holdings. Et depuis 9 heures hier, le propriétaire légal de ce domaine. La bouche d'Elia s'ouvrait et se fermait comme un poisson sur un quai. Il a regardé la Rolls-Royce derrière moi. Il a regardé mon costume. Il a regardé la façon dont la police reculait pour me laisser de l'espace. Toi, a bégayé Elia. Tu l'as acheté avec quoi? Tu n'avais pas un sou. Tu mendiais des miettes. J'avais exactement ce que maman et papa m'ont laissé, ai-je dit calmement. La carte dont tu t'es moqué. La carte que tu as essayé de me faire jeter. Les yeux d'Elia se sont écarquillés. Les $1000? Tu as transformé $1000 en ça? C'est impossible. Tu mens. Tu l'as volé. Officier, arrêtez-le. C'est un voleur. La carte n'était pas pour $1000, Elia, ai-je dit, ma voix à peine élevée, mais portant une autorité pure. Elia s'est figé. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Il a fait le calcul instantanément. Il a réalisé que pendant qu'il dilapidait la fortune familiale en fait et mauvais paris, je me promenais avec une fortune en poche, protégée par la prévoyance de nos parents. Il savait, a chuchoté Elia. Maman et papa. Il savait. Il savait tout, ai-je dit. Il savait que tu étais un joueur. Il savait que tu étais avide. Et il savait que tu me laisserais mourir s'il me donnait l'argent d'avance. J'ai monté une marche. Elia a reculé. Alors ils t'ont donné la maison, ai-je continué. Ils t'ont donné la corde, Elia. Et tout comme il l'avait prédit, tu l'as utilisé pour te pendre. Elia a regardé autour de lui. Il a vu le jugement dans les yeux des voisins. Il a vu le sourire narquois sur le visage des déménageurs. Il a réalisé que son humiliation était totale et publique. Et puis son instinct de survie s'est enclenché. Le même instinct qui lui avait fait me mettre à la porte il y a 5 ans. Il s'est retourné contre Chloé. Il l'a poussée fort. C'est de sa faute, a crié Elia en pointant un doigt tremblant vers sa femme. Josh, écoute-moi. C'est elle. Elle m'a fait dépenser l'argent. Elle voulait les vacances.
Elle voulait les rénovations. Je lui ai dit que nous devions économiser, mais elle n'a pas voulu écouter. Chloé a trébuché en arrière, heurtant le cadre de la porte. Elle a regardé son mari avec un choc absolu. Quoi, a-t-elle hurlé. Espèce de serpent menteur. Qui a parié 200 000 sur le Super Bowl? Qui a acheté la crypto? C'est toi. Tu as falsifié ma signature sur la deuxième hypothèque. C'est une croqueuse de diamants, Josh. A hurlé Elia, dégringolant les escaliers vers moi, les mains tendues dans un geste suppliant. Je suis une victime ici. Je suis ton frère. On est du même sang. Tu ne peux pas la laisser m'entraîner dans sa chute. Vire-la juste. Laisse-moi rester. On peut diriger l'entreprise ensemble comme papa le voulait. Je l'ai regardé. C'était pathétique. C'était écœurant. Il y a 5 minutes, il était prêt à défendre sa maison avec un club de golf. Maintenant, il jetait sa femme au loup pour sauver sa propre peau. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste laissé divaguer. Je peux t'aider à investir, a balbutié Elia, la sueur coulant sur son visage. Je connais des gens. J'ai des connexions. Nous sommes des sterling, Josh. Nous contre le monde, pas vrai? Il a tendu la main pour toucher mon épaule. Hunter, mon garde de sécurité, s'est avancé instantanément, le bloquant avec un bras massif. Elia a rebondi sur Hunter comme une balle en caoutchouc. Ne le touchez pas, a grogné Hunter. Chloé a vu son mari la trahir. Ses yeux se sont plissés. Elle a réalisé que son navire coulait et qu'elle avait besoin d'un nouveau canot de sauvetage. Elle a dévalé les escaliers, bousculant Elia. Elle a lâché son sac Louis Vuitton et est tombée à genoux juste devant moi sur le béton froid. Joshua, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, attrapant l'ourlet de mon manteau. Je t'ai toujours bien aimé. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai dit à Elia d'être gentil avec toi. Il m'a forcé à être méchante. J'avais peur de lui. Tu as ri, ai-je dit en la regardant de haut. Quand il m'a jeté dehors dans le blizzard. Tu étais assise sur ce canapé et tu as ri. J'étais nerveuse, a-t-elle gémi. Joshua, regarde-nous. Nous sommes la famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Où irons-nous? Nous n'avons nulle part où aller. Le sang est plus épais que l'eau. Cette phrase à nouveau. L'arme qu'ils avaient utilisée pour me blesser profondément il y a 5 ans. J'ai fouillé dans ma poche et sorti mon téléphone. Monsieur Lincoln, ai-je dit. Jouez-le. Monsieur Lincoln a levé une tablette connectée à un haut-parleur portable qu'il avait apporté. Il a tapoté l'écran. Une vidéo a commencé à jouer. C'était des images granuleuses en noir et blanc de la caméra de sécurité dans le foyer. Horodatage, il y a 5 ans. Sur l'écran, un Elia plus jeune poussait un Joshua plus jeune vers la porte. L'audio a grésillé, puis est sorti clair comme le jour. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres, Josh. Tu étais un animal de compagnie, un cas de charité. Le sang est plus épais que l'eau. Puis la voix de Chloé, tranchante et cruelle. La maison est à Elia. Nous ne voulons pas d'invités. Puis Elia à nouveau. Prends tes 1000 balles et sors. La vidéo s'est terminée. Le silence qui a suivi était assez lourd pour briser des os. J'ai rangé mon téléphone. Tu as raison, Chloé, ai-je dit, ma voix glaciale. Le sang est plus épais que l'eau. Vous m'avez rendu cela très clair. Vous m'avez dit que je n'étais pas un sterling. Vous m'avez dit que j'étais un étranger. Je me suis penché plus près, les dominants. Donc, par respect pour vos souhaits, je vais vous traiter exactement comme des étrangers, et les étrangers n'ont pas le droit de vivre dans ma maison. Le visage d'Elia s'est tordu en un masque de pure haine. Espèce d'adopté de merde. Tu as volé mon droit de naissance. Ce n'était pas un droit de naissance, ai-je dit. C'était un test et tu as échoué. Je me suis tourné vers le shérif. Shérif, je veux que ces intrus soient retirés de ma propriété immédiatement. S'ils reviennent, je veux qu'ils soient arrêtés pour harcèlement. C'est compris, monsieur Sterling, a dit le shérif. Il a fait signe à ses adjoints. Non, non, a crié Elia alors que 2 officiers lui saisissaient les bras.
Il donnait des coups de pied et se débattait, son peignoir s'ouvrant, exposant son état pathétique à tout le quartier. Je suis Elias Sterling. Je possède cette ville. Plus maintenant, mon pote, a dit l'adjoint en le traînant vers le trottoir. Chloé a été emmenée ensuite, hurlant des obscénités contre moi. Puis contre Elia, puis contre le monde. Je suis resté là et j'ai regardé. J'ai regardé alors qu'ils étaient traînés au-delà des belles grilles en fer forgé. J'ai regardé alors que les adjoints les jetaient sur le trottoir public comme des sacs poubelles. Les déménageurs ont fermé l'arrière du camion. Les voisins ont commencé à chuchoter avec excitation, capturant la chute de l'enfant chéri pour les réseaux sociaux. Elia s'est levé sur le trottoir, frissonnant dans le vent froid, tout comme je l'avais fait il y a 5 ans. Il m'a regardé à travers les barreaux du portail. « Je t'aurai pour ça », a-t-il crié. « Ce n'est pas fini. » J'ai regardé Hunter. « Ferme le portail. » Hunter a appuyé sur un bouton de la télécommande. Les lourdes grilles en fer ont commencé à se refermer. Clang. Le son était définitif. C'était le son d'un livre qui se referme. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas regardé en arrière pour les voir frissonner. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir où ils iraient. Ce n'était pas mon problème. J'ai monté les marches du Porsche. J'ai enjambé la lampe cassée. J'ai tendu la main et poussé la lourde porte d'entrée en chaîne. J'étais chez moi. L'air à l'intérieur de la maison était rassis. Ça sentait la poussière, l'ancienne anxiété et la négligence. Je suis entré dans le foyer. Le grand lustre était éteint. Plusieurs ampoules étaient grillées. Il y avait des taches rectangulaires propres sur les murs où des peintures coûteuses étaient accrochées. Des peintures qu'Elia avait probablement vendues pour des centimes pour alimenter ses habitudes de jeu. J'ai marché lentement. Chaque pas ramenait un souvenir. Ici, dans les escaliers, c'était là où maman s'asseyait pour m'attendre quand je rentrais de l'école. Là, dans la salle à manger, c'était là où papa m'avait appris à faire un nœud de cravate avant mon premier bal de promo. La maison semblait blessée. Elia l'avait dépouillée de sa chaleur. Il y avait des taches de vin sur les tapis. Il y avait des trous dans les cloisons sèches. Preuve des colères légendaires d'Elia quand un pari ne tournait pas en sa faveur. Je suis passé devant la bibliothèque. Je ne pouvais pas encore y entrer. C'était la scène du crime. C'était là où ma vie avait été brisée. Au lieu de cela, j'ai monté les escaliers. Ma main a traîné le long de la rampe. Elle était couverte d'une couche de poussière. J'ai descendu le long couloir jusqu'à la chambre principale. Les doubles portes étaient fermées. Je les ai poussées. La pièce était étonnamment intacte. Elia et Chloé avaient clairement préféré l'aile des invités. Peut-être trouvant la chambre principale trop hantée par la présence de nos parents. La pièce sentait leur odeur, faible, mais présente. Le bois de cèdre de l'eau de Cologne de mon père, les sachets de lavande que ma mère gardait dans ses tiroirs. J'ai marché jusqu'au lit. Il était dépouillé de ses draps, juste un matelas nu. Je me suis assis sur le bord. Le silence ici n'était pas menaçant. Il était lourd, oui, mais il ressemblait à une couverture chaude. J'ai fermé les yeux. Je l'ai fait, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'imaginais mes parents assis dans les 2 fauteuils près de la fenêtre. Papa lisant son journal. Maman tricotant. Pendant 5 ans, je les avais détestés. J'avais maudit leur nom chaque fois que je devais manger du pain périmé ou scotcher mes bottes. J'avais construit une forteresse de ressentiment autour de mon cœur. Mais cette forteresse s'était effondrée au moment où j'avais vu la vidéo. Ils ne m'avaient pas abandonné. Ils m'avaient sauvé. Ils savaient que si je grandissais avec de l'argent, si on me donnait tout comme à Elia, j'aurais pu finir exactement comme lui, faible, prétentieux, brisé. Au lieu de cela, ils m'ont donné le plus grand cadeau de tous. Ils m'ont donné la lutte. La lutte m'avait forgé. Elle avait brûlé la mollesse et laissé derrière elle de l'acier. Je connaissais la valeur d'$1 parce que j'avais saigné pour l'avoir. Je connaissais la valeur de la loyauté parce que j'avais été trahi. Je savais qui j'étais, non pas à cause de mon nom de famille, mais à cause de ce à quoi j'avais survécu. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé le domaine tentaculaire. Les voitures de police étaient parties. La rue était vide.
Elia et Chloé s'étaient volatilisés dans la ville pour affronter un avenir auquel ils n'étaient absolument pas préparés. J'ai ressenti un sentiment soudain et écrasant de responsabilité. J'avais 5 millions de dollars. J'avais un manoir. J'avais le nom Sterling. Que allais-je en faire? Acheter plus de voitures? Organiser des fêtes? Devenir un autre Elia? Non. Je me suis souvenu des nuits au sous-sol. Je me suis souvenu de la faim. Je me suis souvenu du sentiment d'être un étranger, un cas de charité. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Monsieur Lincoln. Monsieur Sterling? Lincoln a répondu à la première sonnerie. Tout va bien? Tout est parfait, Lincoln, ai-je dit. Mais nous avons du travail à faire. Du travail? Je veux organiser une réunion demain matin. Apporter les papiers pour une fondation. Une fondation, a demandé Lincoln, sa voix s'animant. La fondation Phoenix? Oui, ai-je dit en regardant mon reflet dans la fenêtre. Je veux me concentrer sur les enfants placés en famille d'accueil. Les enfants qui sortent du système sans nulle part où aller. Les enfants à qui l'on dit qu'ils n'ont pas leur place. Cela semble admirable, Joshua. Je ne veux pas juste leur donner de l'argent, ai-je dit, mon esprit s'emballant d'idées. Je veux leur donner des bourses, du mentorat, un logement. Je veux transformer cette maison, ou au moins l'aile des invités, en centre de transition. Je veux remplir cet endroit de vie à nouveau, de vraie vie, pas juste de gens riches faisant semblant d'être heureux. Vos parents seraient très fiers, a dit Lincoln. Je pouvais entendre l'émotion dans sa voix. Et Lincoln. Oui, trouvez Caleb, mon ami Caleb. Je veux lui offrir un travail. Directeur des opérations. Doubler tout ce qu'il gagne maintenant. Il était la seule famille que j'avais quand je n'avais rien. Je le veux à mes côtés. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché. Je suis sorti sur le balcon. Le vent était tombé. Les nuages se dispersaient, révélant des rubans de ciel bleu. Le soleil essayait de percer. J'ai pris une profonde inspiration. L'air avait un goût vif et propre. Je n'étais pas seulement Joshua Sterling, l'héritier. J'étais Joshua Sterling, le survivant. Et je ne faisais que commencer. Mon frère avait essayé de m'enterrer. Il n'avait pas réalisé que j'étais une graine. J'ai regardé l'allée une dernière fois. La neige fondait. Le chemin était dégagé. Merci, maman. Merci, papa, ai-je chuchoté en levant les yeux vers le coin de ciel bleu. Je ne vous laisserai pas tomber. Je me suis retourné et je suis rentré, laissant les portes du balcon ouvertes pour laisser l'air frais chasser le passé rassis. Il était temps de se mettre au travail.